Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Marie-Christine Iliou, qui est chef du service de réadaptation et prévention secondaire à l'hôpital Corentin-Selton. Et donc nous allons parler d'une présentation que vous avez faite, de deux présentations que vous avez faites sur l'étude satellite HF. Donc est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous dire de quoi il s'agit et quel est le rationnel, le point de départ de cette étude très intéressante? Merci. Effectivement, c'est les premiers résultats de cette étude, qui est une étude randomisée, promue par la Société française de cardiologie et le groupe Exercice, Réadaptation et Sport. Le problème, c'est de s'attaquer à les apnées du sommeil des patients insuffisants cardiaques. Ce que l'on sait, pour résumer, c'est que les apnées du sommeil sont fréquentes chez les patients en insuffisance cardiaque, à peu près 50%. Deuxièmement, que l'appareillage des patients qui ont un index apnée-hypopnée supérieur à 15 est intéressant pour diminuer le nombre d'apnées. Améliorer le pronostic, c'est démontré, en tout cas pour les obstructifs. Il y avait quelques effets, et c'est un point de discussion chez les apnéiques centraux. Ce que l'on sait également, c'est que ces apnées aggravent le pronostic. Et d'un autre côté, la réadaptation cardiaque améliore le pronostic de ces patients, améliore la tolérance à l'effort et diminue probablement les apnées du sommeil de ces patients. La question qui était posée, c'était est-ce qu'en combinant les deux traitements, réadaptation plus entraînement, plus ventilation, on allait avoir un gain supplémentaire. On a donc deux interventions réputées efficaces et démontrées efficaces, chacune de leur côté. La question, c'est donc, comme vous dites, de voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait mieux en faisant les deux chez ces patients? Forcément un peu plus lourd, mais ça vaut peut-être la peine. Exactement. Pour cela, donc, on a inclus 118 patients randomisés avec une lecture centralisée. Donc, c'est une étude bien faite. Dans un groupe, les patients ont bénéficié de l'entraînement seul. Dans l'autre groupe, ils avaient l'entraînement plus une ventilation adaptée à leur type d'apnée, avec une PPC pour les patients qui avaient des apnées obstructives et une ventilation auto-asservie pour les apnées centrales. Ces patients ont fait un programme de réentraînement physique qui était à peu près comparable, d'une vingtaine de séances, durant 4 à 9 semaines, et le suivi a été fait pendant cette période-là. Les résultats montrent que sur le pic de VO2, qui était le critère principal, il n'y a pas de différence d'augmentation. C'est-à-dire que les deux groupes augmentent leur pic de VO2 de façon significative, mais la ventilation n'apporte pas quelque chose de supplémentaire. En revanche, sur des critères secondaires, comme un critère très important à titre pronostic chez l'insuffisance cardiaque, qui est la pente VE-VCO2, il y a là une amélioration nette en faveur de l'ajout de la ventilation. Par ailleurs, dans le groupe dans lequel on ajoute la ventilation, il y a moins d'événements, décompensation cardiaque aiguë en particulier, à 2 mois de suivi, et une meilleure observance et un meilleur niveau d'entraînement chez les patients qui sont appareillés. Il y a une explication rationnelle pour voir que la VO2 ne soit pas améliorée plus, alors qu'il y a d'autres paramètres favorables à côté, ou ça jette le trouble sur les résultats? Ça ne jette pas tout à fait le trouble, ça prouve uniquement une chose, ça prouve que l'entraînement probablement est très largement plus important que les autres paramètres, et en particulier la ventilation par exemple. Et on a des mêmes résultats avec d'autres prises en charge additives à l'entraînement. La puissance de l'entraînement physique chez l'insuffisance cardiaque est telle que le rajout de quelque chose, en tout cas sur le pic de VO2 et donc sur la périphérie, finalement est moindre. En revanche, les autres résultats sont intéressants et sur le plan physiopathologique et sur les conséquences que ça pourrait avoir. C'est une étude qui est très attendue depuis en particulier les résultats de l'étude Servachev, mais qui était déjà attendue dans le milieu de la réadaptation au niveau européen et international.
Alors, puisque vous parlez de Servatchev, est-ce que vous pouvez nous la resituer dans son contexte et puis voir en quoi, justement, il y a des discordances avec les résultats que vous présentez? Alors l'étude Servatchev est une étude qui a été présentée au Congrès européen et publiée en même temps, qui est une étude très étonnante avec effectivement beaucoup de patients, 1200 plus de 1200 patients, pour des apnées centrales avec donc un appareillage et un suivi à 2 ans. Dans cette étude, pour une raison totalement inconnue et en tout cas non expliquée, il y a non seulement pas de différence extrême sur le critère principal, voire même une petite surmortalité dans le groupe des patients appareillés. C'est très enfin, on ne comprend pas les résultats de cette étude. Dans notre étude, on a à l'inverse une diminution de nombre d'événements, mais c'est à court terme, et c'est le cas dans d'autres études justement sur les apnées du sommeil. À court terme, il y a une amélioration plutôt du pronostic. À long terme, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Et en tout cas, ça nous mène à nous poser des questions sur la prise en charge de ces patients. Je pense qu'aujourd'hui, on doit garder comme message qu'un patient qui a une insuffisance cardiaque, on doit dépister ses apnées, s'il a ou pas des apnées du sommeil. S'il en a, si elles sont obstructives, il faut l'appareiller. S'il a des apnées centrales, ce que je proposerais, c'est d'abord de finir la réadaptation, de refaire une polygraphie. Si ça n'est pas diminué suffisamment, à ce moment-là se pose la question de savoir doit-on appareiller ou pas. Aujourd'hui, les recommandations, c'est non. Je crois que c'est tellement discuté que peut-être que ça va changer dans les années qui viennent. Les recommandations sont postérieures à Servatchev. Donc c'est Servatchev qui a influencé la négation de cette prescription. Tout à fait. Et pour le moment, on est avec, pour ces patients, éventuellement de l'oxygénothérapie. Je pense que, mais c'est à titre personnel, je pense qu'il y a probablement des stratégies différentes à avoir et à personnaliser un petit peu plus l'indication ou la non-indication, voire pour des durées plus courtes, par exemple, quitte à désappareiller les patients quand ils vont mieux et à les réappareiller quand ils sont en décompensation. Les questions prises en charge, ça va être plus difficile. Alors si ce n'est pas préconisé officiellement. Bien entendu, la prise en charge va être plus difficile. Actuellement, c'est ce que je viens de dire, c'est pour des fractions d'éjection inférieures à 40%, avec des apnées centrales et qui ne se sont pas corrigées après un programme de réentraînement. Donc ça constitue déjà peu de patients et je pense que le message aussi est de ne pas généraliser et de discuter uniquement pour cette petite partie des patients. Pour les autres patients apnéiques, soit ils ont une fraction d'éjection supérieure à 40%, soit parce qu'ils sont obstructifs. Cela, ça ne se discute pas, il faudrait les appareiller. En aparté ou presque, est-ce que les médecins, cardiologues ou autres, sont très sensibilisés au dépistage des apnées du sommeil dans le contexte de l'insuffisance cardiaque ? De plus en plus. Non seulement les centres hospitaliers ou centres de réadaptation le font, de plus en plus de cardiologues libéraux font aussi ce dépistage et je pense que c'est très important parce que ça constitue un grand nombre de patients, que les risques de l'apnée du sommeil chez ces patients, c'est non seulement l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, mais c'est également des troubles du rythme, c'est également une fatigabilité plus importante et à terme une détérioration du pronostic. Et je pense que les cardiologues, quels qu'ils soient, dépistent ces apnées du sommeil. Ça me paraît important parce que c'est un problème global qui ne concerne pas que notre spécialité et c'est difficile à avoir accès sinon au dépistage si on veut les envoyer chez un pneumologue ou chez un spécialiste du sommeil. Souvent les délais sont très très longs. Merci beaucoup.